Et si on partait au Chavant? Ce hameau rassemble 15 000 ans de l'histoire de la vallée de Chamonix. Si, je vous jure. Les Chavants, à vol d'oiseau, pas si loin de Chamonix. ATMB et Globule Radio vous proposent maintenant un voyage sonore au départ de Chamonix. À vol d'oiseau. La saison 2 de la chronique Tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. Et si on partait ensemble pour un voyage temporel sans quitter la vallée de Chamonix? Vous connaissez les Chavants aux Ouches? Son étymologie est incertaine, mais vient peut-être de Chavannes, qui évoque les chalets d'alpage où l'on fait le fromage, ou du patois chavouin, le chat huant, ou chouette hulotte. La présence de ce rapace nocturne était fréquente dans les bois environnants. Quoi qu'il en soit, j'aime beaucoup cet endroit de la vallée de Chamonix. À bien y regarder, ce hameau est une véritable leçon d'histoire. Il nous parle d'un temps où les glaciers aménageaient le paysage. Voici 25 000 ans, le froid, entre 6 et 8 degrés de moins qu'aujourd'hui, favorise l'accumulation des précipitations neigeuses et donc le développement de glaciers. Alors, tous les glaciers du massif du Mont Blanc se réunissent pour former le grand glacier de l'Arve qui remplit totalement sa vallée jusqu'à Genève. Imaginer le paysage des Ouches à cette époque demande un gros effort. La vallée disparaît totalement. Seule l'Aiguillette des Ouches, à 2285 mètres d'altitude, et ses neiges éternelles émergent de cet immense plateau glaciaire. Vous vous rendez compte ? Depuis 20 000 ans, à la faveur du réchauffement climatique, le glacier recule lentement. Il stagne aux Ouches vers moins 14 000. Alors, la vallée est occupée par la glace. Tous les glaciers du massif sont jointifs. Le front du glacier atteint la plaine des Chavants. La langue terminale agonise dans les gorges de l'Arve, en aval du viaduc Sainte-Marie. C'est pendant cette période que l'écoulement de la glace et des eaux sous-glaciaires inscrivent les formes d'érosion visibles aux Chavants. Les chasseurs nomades ne s'aventurent pas encore dans ces contrées austères. Je pars donc sur le sentier d'érosion glaciaire qui se situe au-dessus de la paroi d'escalade. Je découvre des blocs erratiques, des dos de baleine, des cannelures, témoins de la stagnation du glacier, ici, en moins 14 000. Quelques explications s'imposent, non? Les blocs erratiques. Erratique vient du latin errare et qui erre, c'est-à-dire que ces gros cailloux n'appartiennent pas au site rocheux sur lequel ils reposent. Ici, on a du granit sur du gneiss et du micaschiste. Ces blocs ont été transportés par le glacier de l'Arve. Ils sont déposés sur leur emplacement actuel lors du retrait du glacier. Certains ont été déposés jusque dans les Dombes, près de Lyon, à 250 km d'ici. Les dos de baleine, ou roches moutonnées, sont toujours orientés dans le sens de l'écoulement du glacier. Ce sont des dômes de roches, en micaschiste, polis par le gravier et le sable inclus dans la glace. Les cannelures se forment dans les zones d'érosion plus intenses. Elles sont souvent isolées et en forme de fond de canot. Leur taille peut varier de 10 cm à 5 mètres de diamètre. Les stries sont produits par des fragments de roches enchâssés dans les couches inférieures du glacier. Puis, le climat se réchauffe nettement. La vallée est totalement déglacée et occupée par un vaste lac entre les Tines et les Ouches. Ce vaste plan d'eau sera en quelques millénaires comblé par les alluvions de l'Arve. Le lit rocheux se situe vraisemblablement quelques centaines de mètres sous la surface de la vallée actuelle. Peu à peu, donc, les cols se libèrent et le hameau des Chavants témoigne de l'installation progressive des habitants dans la vallée de Chamonix. En moins 5000, les plus hauts cols sont totalement libérés des glaces et découvrent de vastes étendues où les groupes de chasseurs-cueilleurs pouvaient s'installer temporairement. Parallèlement, la révolution néolithique amorcée quelques millénaires plus tôt au Proche-Orient et en Mésopotamie atteint l'Europe. Des agro-pasteurs venus du sud, les Ligures, parviennent au seuil des hautes vallées alpines. La préhistoire s'achève doucement. Mode de vie et techniques changent. Les hommes deviennent éleveurs, cultivateurs. Les échanges s'intensifient. Les cols alpins deviennent des carrefours par où transitent les marchandises. Les Ligures, peu à peu, se font maîtres des passages, leur assurant revenus et indépendance.
Au IIIe millénaire, l'occupation des territoires intra-alpins reste épisodique, liée à la chasse ou à la transhumance. Durant l'âge du bronze, de nombreuses civilisations se succèdent et s'installent à proximité des sources et des lieux de pâturage. À Charousse, au-dessus des Chavans par exemple. Les Celtes, peuple venu d'Europe centrale et porteurs de la métallurgie du fer, déferlent sur le continent. Ils refoulent les Ligures à l'intérieur de la chaîne et introduisent de nouveaux outils comme l'arère ou la faucille. Ainsi, malgré le relief accidenté, le territoire connaît une activité de plus en plus intense. Grâce aux propices prairies alpestres d'agriculteurs, les Ligures deviennent éleveurs. Les tribus celto-ligures se répartissent les versants du Mont Blanc. Avec elles s'organise le peuplement de la région. Salas en Val d'Aoste, Ceutron en Tarentaise, dans les vallées de l'Arve et en Montjoie. La maîtrise des cols est un gage de puissance. Axe Ceutron, trait d'union entre Tarentaise et Valais, passe par le col du Bonhomme, le Champel, le col de Vose et celui de la Forcle, du Prarion. Le hameau des Chavans est aussi le témoin de l'histoire agro-pastorale de la vallée de Chamonix. Jouissant d'un bel ensoleillement, on en profite aujourd'hui. À l'écart des crues torrentielles, les Chavans fut sans doute l'un des premiers villages à être défrichés et cultivés. En 1743, les Chavans sont habités par 12 familles, soit 35 individus. Tous sont déclarés paysans. En effet, l'activité économique est alors essentiellement agricole et pastorale. Les premiers voyageurs sont même étonnés par le bel agencement et la diversité des cultures. Je suis en bas de la route des Snailles. La route des Snailles, c'est la route des Sonnailles, c'est la route qu'empruntaient les vaches pour monter en alpage, à l'alpage de Charousse notamment, alpage intermédiaire. Alors ici, on faisait pousser, ce n'est plus le cas aujourd'hui, des céréales, de l'orge, de l'avoine, indispensables à la fabrication du pain, des pommes de terre. Chaque famille avait un potager avec des fèves, des pois, des choux, des poireaux, des raves, des oignons. On pouvait faire pousser aussi du lin et du chanvre qui étaient transformés en toiles plus ou moins grossières par les tisserands locaux. Et on avait quelques arbres fruitiers aussi, des pruniers, des pommiers, des poiriers. En 1930, le territoire cultivable des Chavans était exploité par 32 propriétaires de troupeaux de 2 à 8 vaches. Certains possédaient leurs propres alpages familiales situés au flanc du Prarion et du Mont-Lachat. D'autres confiaient leurs vaches à des alpagistes d'une des montagnes collectives de la vallée, Balme, Charamillon, Chailloux. Enfin, certains louaient des alpages à Bellevue ou au col de Vose. Le hameau des Chavans est aussi témoin des prémices de l'histoire touristique de la vallée. Situé au sortir du défilé scabreux des montées, les premiers touristes venus visiter les glacières au milieu du XVIIIe siècle découvrent l'enfilade de la vallée de Chamonix en arrivant aux Chavans. C'était un voyage dans le temps, immobile, et ça fait du bien aussi. Je descends de mon tapis joli, non sans peine, pour une balade à pied autour du lac, et puis après j'aurais bien mérité une petite douceur à la guinguette. Et si vous n'avez pas de tapis volant, prenez la RN 205 direction Chamonix et sortie les Ouches, les Chavans. À vol d'oiseau. La saison 2 de la chronique Tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. À très vite pour un nouveau voyage avec ATMB et Globule Radio.